Merci de votre participation au webinaire Mine et environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Revégétalisation des sites miniers. Je me présente, Stéphanie Duchesne, directrice du service des communications et du recrutement à l'UQAT, et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre quelques points d'information. Aujourd'hui, c'est la professeure de l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT, Mme Marie Guitoni, qui agira à titre de conférencière. À noter que cette présentation est enregistrée et sera disponible par la suite sur le site web des webinaires. L'ensemble des présentations est également disponible à cet endroit. La communication est possible via les outils Converser et questions-réponses situés en bas de votre écran. À noter qu'une période de questions d'une durée d'environ 10 minutes est prévue à la fin de la présentation avec la professeure Guitoni. Donc, avant de céder la parole à notre conférencière d'aujourd'hui, j'invite le professeur titulaire de la chaire industrielle CRSNG UQAT sur la restauration des sites miniers et directeur scientifique de l'IRM à l'UQAT, Monsieur Bruno Bussière, qui est également coéditeur du livre dont les chapitres font l'objet des différents webinaires Mine et environnement, à faire le mot d'introduction. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Bienvenue à ce 10e webinaire Mine et environnement, des webinaires dont les sujets portent sur le contenu du livre Hard Rock Mine Reclamation from Prediction to Management of Acid Mine Drainage. Dans un premier temps, j'aimerais faire un bref retour sur la raison d'être du livre, la raison d'être des webinaires, et je vais également vous présenter brièvement notre conférencière d'aujourd'hui. Donc, pourquoi ce livre? C'est simplement que les connaissances qui sont disponibles sur la restauration des sites miniers, la restauration d'ailleurs qui est une science jeune là, qui date des années 80, ces connaissances-là étaient mûres pour être actualisées et rassemblées en un seul ouvrage. Et quand on a rédigé ce livre, nous visions certaines clientèles, principalement nos étudiants du 2e et 3e cycle qui avaient un besoin d'avoir un ouvrage qui résume l'ensemble des connaissances sur le sujet de la restauration des sites miniers. Puis également, on visait les ingénieurs et professionnels dans le domaine de la géo-environnement là, qui œuvrent à concevoir les méthodes de restauration sur les sites miniers. Donc, ce livre-là a été rédigé par qui? Bon, ce livre-là a été rédigé par une dizaine d'auteurs, des chercheurs et professeurs de l'UQAT et Polytechnique Montréal. Ces chercheurs et ces professeurs-là ont une expertise où chacun a leur expertise et l'ensemble de ces expertises-là couvrent les domaines de recherche ou les domaines reliés à la restauration des sites miniers. Ce qui fait que c'est un ouvrage qui a pris une approche qui est interdisciplinaire et on attendait d'intégrer tout ça et pour vous donner un aperçu global de la restauration minière. Ces experts-là sont reconnus internationalement et sont des chercheurs là, chevronnés. Pourquoi d'avoir fait une série de webinaires? C'est tout simplement que le livre est écrit en anglais, puis on a pensé que ce serait une bonne idée de transférer les connaissances contenues dans le livre à un public francophone. Ça nous permet aussi d'élargir notre public cible. Les webinaires qui ont été mis sur pied jusqu'à présent, on a tenté dans chacun de nos webinaires de conjuguer les connaissances fondamentales et les connaissances pratiques, et également de présenter les dernières avancées scientifiques. Jusqu'à présent, 9 webinaires ont été enregistrés et qui sont disponibles à l'adresse que vous avez en bas, qui a été aussi mentionnée tantôt par Stéphanie. Aujourd'hui, on est rendu à notre 10e webinaire qui va porter sur le chapitre 12 du livre, intitulé « Revégétalisation des sites miniers ». Ce chapitre a été écrit par Marie Guitoni, qui sera aujourd'hui la conférencière. Quelques notes biographiques sur Marie. Bon, Marie, elle est professeure-chercheur à l'IRM de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue depuis 2013. Elle a une formation en biologie. Elle est titulaire de diplôme d'études approfondies et d'un doctorat en biosciences de l'environnement de l'Université d'Aix-Marseille. Son expertise est principalement associée à la végétalisation et la restauration des sites miniers.
plus spécifiquement le reboisement et la renaturalisation des sites miniers, les interactions entre plantes, sols et matériaux miniers, et la prise en compte des effets des plantes sur la performance des systèmes de recouvrement utilisés en restauration minière. Donc voilà pour la brève présentation de notre conférencière. Sans plus tarder, je lui laisse la parole pour qu'elle puisse vous présenter son webinaire. Bonjour, je vais attendre que hop, mon PowerPoint soit chargé. Voilà, c'est parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'assister à ce webinaire aujourd'hui sur la végétalisation des sites miniers. Je vais tout d'abord vous présenter le plan de la présentation. Je vais faire une rapide introduction, puis je vais rapidement focuser sur l'approche méthodologique pour concevoir un plan de végétalisation que je propose dans le chapitre 12. On va s'intéresser tout d'abord à la définition des objectifs, puis aux indicateurs de succès associés, puis passer à l'identification des zones et à l'approche de végétalisation à utiliser sur chaque zone. On va préciser le design de végétalisation, puis valider expérimentalement le design et ajuster ce design pour obtenir un design final de végétalisation. Et enfin, planifier l'entretien du site et mesurer le succès de végétalisation. Puis, il y aura une brève conclusion. Donc, je commence tout de suite par l'introduction. Pour la végétalisation des sites miniers, on travaille dans un contexte de technosol. Qu'est-ce que c'est un technosol? Ce sont des sols anthropisés qui ont été créés ou modifiés par l'industrialisation ou l'urbanisation. Dans le cadre de la végétalisation minière, sur les sites miniers, ces technosols sont surtout des résidus miniers et des roches stériles non générateurs d'acide, ou bien des couches de surface de systèmes de recouvrement si les rejets miniers sont générateurs d'acide et qu'ils ont besoin d'être confinés pour stopper à la source la génération de contamination. Dans ce cas, la végétalisation va consister à utiliser des techniques pour faciliter, pour accélérer l'établissement des plantes sur ces rejets miniers. Dans le cas des rejets qui sont contaminés, on peut établir des plantes sur ces rejets, c'est ce qu'on appelle la phytoremédiation, mais je vais peu parler de ce contexte de phytoremédiation dans cette présentation parce que j'estime qu'elle ne concerne pas des sites qui sont restaurés de manière finale. Sur ces rejets miniers, donc ces technosols de manière plus générale, on trouve des contraintes qui vont affecter l'établissement des plantes sur ces rejets. Ces contraintes s'exercent au niveau physique, au niveau chimique et aussi au niveau biologique. Par exemple, au niveau physique, on parle de mouvement de particules de sol, que ce soit de la perte de particules, du dépôt de particules par l'eau ou par le vent, des phénomènes d'érosion. On peut avoir des densités apparentes qui sont trop élevées, des conductivités hydrauliques saturées qui sont trop faibles ou trop élevées, des structures et de la stabilité des agrégats qui sont inappropriées, des problèmes de compaction. Au niveau chimique, on a souvent des toxicités élevées, des salinités élevées, des pH extrêmes, que ce soit une acidité excessive ou une alcalinité excessive, des problèmes aussi de lessivage des nutriments qui sont importants et qui sont accentués par le fait que les rejets miniers contiennent peu ou pas du tout de matière organique. Au niveau biologique, nos rejets miniers vont contenir aucun humus, mais aussi aucune plante, aucune végétation au départ, et aucun organisme du sol, notamment ce qu'on peut appeler le microbiome lorsqu'on parle des micro-organismes. Un exemple de contrainte qu'on trouve sur des rejets miniers, comme sur la photographie à l'écran sur des pentes de roches stériles. Dans ce cas, c'est la topographie et la texture ou la distribution granulométrique des roches stériles qui contraignent l'établissement de la végétation. Vous voyez sur la photo qu'on a de la végétation qui a réussi à s'établir en bas de pente, mais pas du tout en haute pente. Puis, c'est probablement dû à la migration
de particules fines du haut de pente vers le bas de la pente à cause de la topographie. Ces particules fines étant importantes pour créer des conditions de rétention en eau favorables pour l'établissement des plantes, et on a probablement aussi une accumulation de matière organique qui se produit en bas de pente et qui est source de nutriments pour les plantes qui voudraient s'installer. Je vais dire quelques mots sur le processus de succession végétale qu'il est important de comprendre dans le cadre de la végétalisation des sites miniers. Lorsqu'on part d'un rejet minier nu, donc d'une roche, la plupart du temps plus ou moins broyée, il y a des plantes qui ont la capacité de s'établir sur ces rejets nus par des processus naturels. C'est ce qu'on appelle la succession végétale primaire. Ces plantes vont être adaptées à la tolérance des contraintes qui s'exercent sur ces rejets miniers, et on les appelle des plantes pionnières. Une fois ces plantes pionnières établies, elles vont créer progressivement des conditions de vie plus propices pour d'autres plantes qui voudraient coloniser les sites miniers, et on va avoir donc au cours du temps une succession de communautés de plantes différentes qui ont des exigences de plus en plus importantes vis-à-vis des ressources qui vont être fournies par le sol. Donc on a une diminution du niveau de contrainte au fur et à mesure qu'on avance dans la succession végétale, et des communautés qui sont de plus en plus exigeantes. On arrive au final à des communautés matures qui peuvent être stables, comme par exemple des communautés forestières, et l'ensemble du processus peut prendre plusieurs centaines d'années. Un petit mot sur les caractéristiques des plantes pionnières qui sont capables de s'établir sur des substrats minéraux, et donc sur les substrats miniers en début de succession végétale. La principale caractéristique de ces plantes, c'est qu'elles ont des organes de dispersion très mobiles. Elles ont donc la capacité d'atteindre avec leurs organes de dissémination les sites miniers. Leurs graines notamment sont souvent de petite taille et elles sont dispersées par le vent. Également, ces plantes pionnières vont souvent avoir une courte durée de vie et vont être de petite taille, ce qui leur permet d'avoir besoin de peu de ressources, notamment en eau et en nutriments. Elles vont souvent aussi être tolérantes aux divers stress, donc aux diverses contraintes qui sont présentes sur les rejets miniers. Les plantes qui sont miniers en fin de succession, elles vont pouvoir avoir des graines aussi de plus grosse taille, donc une moindre capacité de dispersion des graines et des organes de dispersion. Ce sont souvent des arbres, et on va les observer en fin de succession. C'est plus difficile d'établir ces arbres en début de succession sur des rejets miniers nus. Il peut y avoir de la colonisation naturelle des arbres au début de la succession végétale sur les rejets miniers, mais souvent la croissance de ces arbres va être limitée parce que le niveau de ressources n'est pas suffisant pour permettre une croissance normale de ces individus, à moins qu'ils soient adaptés à tolérer les stress qui sont présents. Je vais passer à l'approche méthodologique pour concevoir un plan de végétalisation, mais d'abord, je vais juste vous dire que c'est important, à mon avis, de comprendre, de bien identifier les contraintes qui sont présentes sur les rejets miniers, et aussi de connaître les processus associés à la succession végétale dans le contexte bioclimatique dans lequel se trouve le site minier, pour pouvoir définir des objectifs de végétalisation qui vont être réalistes, et aussi d'utiliser des stratégies de végétalisation et des techniques de végétalisation qui vont être efficaces. Donc pour l'approche méthodologique, on va commencer par l'étape de la définition des objectifs de végétalisation, et en premier lieu, la définition d'un objectif général. Cet objectif général, il va consister d'une part à identifier la communauté de plantes qu'on voudrait établir sur le site minier, à la décrire, et également à définir l'usage futur du site
qui est souhaité une fois cette communauté de plantes établie. Pour définir la communauté de plantes, il va être important d'utiliser des zones de référence qui sont des zones sur lesquelles on trouve un écosystème qui ressemble à l'écosystème qu'on voudrait voir s'établir à long terme sur le site qu'on veut végétaliser. Ces zones de référence vont pouvoir nous donner une image, en quelque sorte, du site végétalisé dans le futur et ce à quoi on voudrait qu'il ressemble. Ça va nous donner aussi un modèle pour pouvoir caractériser l'évolution de notre site végétalisé grâce, comme vous le voyez sur le schéma, à des indicateurs mesurables du succès de végétalisation. Pour définir l'objectif général, c'est important aussi de prendre en compte différents aspects. Le premier, ça va être les exigences réglementaires. Par exemple, au Québec, on demande que le système végétalisé soit autosuffisant, qu'il n'y ait pas de contamination, qu'on contrôle l'érosion, etc. Il va falloir tenir compte aussi du plan de restauration, notamment des coûts du budget qui est prévu pour la végétalisation minière. Également, à mon avis, c'est important de consulter les communautés qui vont utiliser le site végétalisé et connaître leur vision de ce futur usage du site. Si on se trouve dans un contexte de compensation, de perte d'habitat associé à l'exploitation minière, il va falloir aussi en tenir compte pour définir l'objectif de végétalisation. Et également, si on voulait donner une valeur ajoutée au site, une fois végétalisé, ça serait important de le considérer pour cet objectif général. En plus de cet objectif général, il va falloir définir des objectifs spécifiques qui vont être reliés à des indicateurs mesurables de succès et fixer des cibles à atteindre au cours du temps pendant l'évolution du système végétalisé vers l'écosystème final qui est souhaité et qui est visualisé, comme je le disais, dans les zones de référence. Sur cette diapositive, je vous mets un exemple de formulation d'objectif général parce que ça peut paraître quelque chose d'assez conceptuel, qui est tiré de Gann et collaborateurs, publié en 2019. Ils ont écrit des principes et normes internationaux pour la pratique de la restauration écologique. Donc, au niveau de la définition de la communauté, ici, c'est 2 forêts de chênes de Gary de 5 hectares, reliées par une prairie ouverte dans le sud des îles Gulf en Colombie-Britannique. Et au niveau de l'usage qui est visé pour le site, c'est le retour d'écosystèmes sains pris en charge et appréciés par les habitants des îles, donnant lieu à une cohésion sociale renouvelée et une gestion durable des écosystèmes. Pour les objectifs spécifiques, leur formulation, comme je le disais, va s'appuyer sur une connaissance détaillée des caractéristiques ou des attributs du système végétalisé visé ou des écosystèmes de référence. Lorsque je parle d'attributs, je parle des différents éléments, par exemple, présentés dans le tableau que vous voyez à l'écran et qui ont été définis par Cook et Johnson. On parle, par exemple, de composition, de structure, de patron, d'hétérogénéité, des fonctions écosystémiques, des interactions des espèces ou de dynamique et résilience. La plupart du temps, pour les systèmes végétalisés, on va surtout utiliser les attributs de composition et structure. Et en lien avec ces attributs, on va définir des indicateurs mesurables de suivi pour caractériser notre système ou notre écosystème de référence. La composition, c'est les espèces présentes et leur abondance relative. La structure, c'est l'arrangement vertical de la végétation et du sol.
Donc, pour la composition, un exemple d'indicateur, par exemple, ça pourrait être le nombre d'espèces rares ou le nombre d'espèces patrimoniales que l'on trouve sur le site végétalisé. Un indicateur de structure, par exemple, ça pourrait être le taux de recouvrement de la végétation ou de certaines espèces. Les objectifs spécifiques, ils vont, dans leur formulation, préciser des valeurs cibles d'indicateurs à atteindre, et ces valeurs cibles vont être à documenter ou à mesurer directement dans les sites de référence, donc pour pouvoir évaluer l'évolution du système vers notre cible. Un petit mot sur les sites de référence. La définition de Albright et collaborateurs, c'est la suivante. Ce sont des sites qui sont relativement perturbés, localisés à proximité du site à végétaliser et présentant des conditions de sol et de végétation proches de celles ciblées sur le site à végétaliser. Sur les photographies, vous voyez un site en Abitibi-Témiscamingue qui est, comme la plupart des sites de la région, entouré de forêts boréales. Et on peut donc, dans ce cas-là, considérer que la forêt boréale peut être un bon écosystème de référence et placer nos zones de référence dans cet écosystème à proximité des sites. Un exemple de formulation d'objectifs spécifiques, à long terme, ça pourrait être toujours en lien avec les travaux de Gann et collaborateurs, une forêt de chênes de Gary avec une proportion supérieure à 90% des espèces végétales indigènes du site de référence dans un délai de 15 ans. Et à moyen terme, ça pourrait être par exemple une abondance de plantes non indigènes réduite à un taux inférieur à 25% de couverture en 2 ans. Donc vous voyez, c'est très quantitatif et c'est précis dans le temps. Quand est-ce qu'on doit atteindre les cibles ? Après avoir défini les objectifs de végétalisation, on va pouvoir faire un zonage sur les sites. Pourquoi ? Parce que le niveau de contrainte associé à certaines zones peut changer en fonction de certains facteurs. Par exemple, en fonction du type de rejet sur lequel on va travailler, donc si on est sur une halde à stérile ou sur un parc à résidus, les contraintes associées à ces deux catégories de rejet sont différentes. Les roches stériles, on a un problème de rétention d'eau, alors que sur les résidus miniers, on a une bonne rétention d'eau en général, mais peut-être un problème d'aération du matériau qui pose un problème d'alimentation en oxygène des racines des plantes, par exemple. Il est important aussi de considérer les méthodes de restauration qui pourraient être utilisées sur certaines zones du site, notamment si on applique des recouvrements de type barrière à l'oxygène ou pour limiter l'infiltration profonde d'eau. On va probablement souhaiter que les racines des plantes qu'on utilise pour la végétalisation n'atteignent pas les couches importantes, le cœur des recouvrements, et pour qu'elles n'affectent pas leur intégrité à long terme. On peut tenir compte aussi de la stabilité chimique et structurale de certaines zones. Si on est sur des digues, si on est sur des pentes abruptes, il faut en tenir compte. La topographie, la capacité aussi des graines ou des propagules des écosystèmes environnants d'atteindre le site, d'atteindre certaines zones. Ça va dépendre de la surface des zones à végétaliser, de leur altitude, de leur distance aussi par rapport à l'écosystème naturel qui contient les individus matures qui peuvent disperser des graines. Également, le cadre temporel sur certaines zones est à considérer. On peut vouloir faire de la végétation temporaire, de la végétalisation progressive ou finale. Sur chaque zone, une fois qu'elles vont être identifiées, ça va être important de déterminer quelle approche de végétalisation on va vouloir utiliser. Je ne vais pas passer au travers de tout le tableau, mais je voudrais que vous compreniez qu'on peut faire une végétalisation passive ou active. De manière générale, passive, c'est-à-dire qu'on va
utiliser les processus naturels de régénération spontanée sur le site, alors qu'une végétalisation active, on va intervenir au niveau du substrat, au niveau des plantes, donc on va introduire nous-mêmes des plantes pour accélérer l'établissement et le développement de la végétation. Si on veut utiliser une végétalisation passive, il faut qu'on ait un faible niveau de contrainte vis-à-vis de l'établissement de la végétation. Souvent, on a du sol végétal qui a été conservé pour la végétalisation et on a une bonne capacité des espèces indigènes à recoloniser le site sans intervention. Si on n'a pas ces conditions, là, il va falloir utiliser une végétalisation active pour aider l'établissement des plantes. Et dans ce cas, on peut avoir une végétalisation active couplée à une approche adaptative ou améliorative. Dans le cas de l'approche adaptative, on travaille peu sur les substrats, sur les matériaux sur lesquels on veut implanter la végétation. On peut avoir un niveau de contrainte élevé et on va plutôt travailler à sélectionner des plantes qui vont être adaptées au niveau de contrainte qui est présent sur notre site. Alors que pour l'approche améliorative, on va vouloir introduire une plus large gamme de plantes qui peuvent être plus ou moins tolérantes aux contraintes présentes sur le site, et donc on va chercher à améliorer les substrats, notamment pour diminuer ces niveaux de contrainte et permettre à toutes nos plantes de s'établir comme il faut. Et cette approche améliorative est souvent utilisée pour établir des arbres, notamment puisque ce sont les organismes qui viennent à la fin de la succession et qui ont besoin d'un niveau de contrainte plus réduit. On peut aussi combiner ces approches, bien sûr, sur les mêmes zones, les combiner à des moments différents dans le temps ou au niveau spatial, on a de la flexibilité. Une fois ces approches déterminées, on va passer à la définition du design de végétalisation. Ça consiste à préciser la qualité et la quantité de substrats, de plantes cibles et d'organismes bénéfiques, également à préciser la logistique et les techniques à utiliser et l'agencement spatio-temporel de mise en place des substrats et des plantes. Quelques exemples de techniques, de moyens et de matériaux qui peuvent être associés à la végétalisation. Bon, les techniques, ça peut être l'utilisation par exemple de plantes abris, l'hydroensemencement, la décompaction mécanique, etc. Les moyens, ça va concerner la machinerie disponible pour faire les travaux de végétalisation, les ressources humaines qui sont disponibles, est-ce qu'elles sont formées, est-ce qu'il y a des besoins de formation, etc. Les processus naturels sur lesquels on peut se reposer pour faciliter la végétalisation, etc. Et au niveau des matériaux, eh bien, on va devoir faire un inventaire des sols qui sont disponibles pour la végétalisation, des amendements, des fertilisants, du matériel végétal et de la pluie de graines qui est capable d'atteindre le site à végétaliser. Au niveau des sols et de leur sélection, sur les sites miniers, plusieurs matériaux de type sol peuvent être conservés pour la végétalisation. Sur les zones minières, tout le matériau meuble qui recouvre les roches, donc que ce soit des stériles ou du minerai qui vont être excavés, ça s'appelle du mortérin. Mais ce mortérin peut être séparé en deux types de matériaux. Le matériau de surface qui est de couleur plus foncée, qui contient de la matière organique, qu'on appelle le sol végétal ou le sol superficiel, et qui correspond, comme vous voyez sur le graphique du centre, aux horizons O, donc organique, et à l'horizon A, qui est l'horizon organo-minéral, donc qui contient de la matière organique. Sous ce sol végétal, on trouve souvent du sol minéral qui lui contient peu ou pas de matière organique. Le sol végétal, s'il est présent sur le site minier avant ou au moment de l'exploitation, c'est un matériau stratégique qu'il est important de conserver pour la végétalisation. Pourquoi ? Parce qu'il contient de la matière organique, il contient des graines, des espèces de l'écosystème naturel, il contient des organismes du sol et il contient des stocks de nutriments qui sont en équilibre avec tous les organismes de l'écosystème naturel
d'origine qui est présent sur le site minier. Donc ça va être un matériau qui va grandement faciliter la réinstallation de l'écosystème naturel si c'est l'objectif de végétalisation visé. Si le problème, c'est que ce sol superficiel, ce sol végétal, souvent il est disponible en faible quantité par rapport à l'étendue des surfaces qui sont à végétaliser sur les sites miniers, et donc il est nécessaire de trouver d'autres matériaux pour compléter la végétalisation. Donc on est souvent obligé d'utiliser aussi le sol minéral ou même les rejets miniers, les roches stériles et les résidus. Une fois ces sols excavés, on va les transporter et les stocker. À ce moment-là, c'est très important d'éviter leur compaction. Donc le stockage est recommandé d'être fait en petits tas, des tas de petites dimensions, d'éviter le passage de machinerie aussi sur ces tas pour qu'ils ne se compactent pas, et de séparer les matériaux. Si possible aussi végétaliser ces tas si les sols sont stockés pendant de longues périodes, parce que cette végétalisation peut limiter l'érosion, la perte de particules fines, apporter de la matière organique et maintenir des organismes du sol vivants dans les sols conservés pour la végétalisation. Une fois ces sols stockés ou ces matériaux stockés, identifiés pour la végétalisation, il va être nécessaire de les caractériser pour évaluer pour les paramètres importants où on se situe par rapport à des valeurs cibles de ces paramètres qui sont souhaités puis qui peuvent avoir été documentés dans notre écosystème de référence. Ou qui peuvent provenir de la littérature. À l'écran, vous voyez un tableau, je ne passerai pas au travers, mais qui présente des valeurs de paramètres associés aux ressources nécessaires au niveau du substrat pour les plantes, qui sont générales et qui peuvent servir de référence pour cette caractérisation des matériaux. Mais c'est important, si on identifie un écosystème de référence, de définir des valeurs cibles, des paramètres qui sont issus, extraits, mesurés dans notre écosystème de référence, mais notamment au niveau du sol végétal de l'écosystème de référence. Si on s'aperçoit que la caractérisation donne des valeurs de paramètres qui sont trop différentes de nos cibles, eh bien on va pouvoir utiliser différentes techniques pour améliorer les propriétés du substrat et diminuer les contraintes d'établissement de nos plantes cibles. On peut utiliser des techniques au niveau physique, chimique, biologique, par exemple scarifier, faire du sous-solage, utiliser les cycles de gel-dégel pour décompacter les matériaux, mélanger les matériaux avec de la matière organique pour augmenter la macroporosité. Au niveau chimique, on peut fertiliser, utiliser des amendements organiques pour apporter des nutriments. On peut apporter des amendements organiques aussi ou utiliser l'altération naturelle pour diminuer le pH. Au niveau biologique, on peut utiliser des plantes-abris, on peut faire des inoculations avec des organismes symbiotiques bénéfiques pour les plantes comme les mycorhizes, les bactéries fixatrices d'azote. On peut apporter aussi des organismes décomposeurs pour augmenter les relations bénéfiques entre les plantes qu'on veut établir et d'autres organismes. Quelques mots sur la fertilisation qui peut être requise sur les rejets miniers. Cette fertilisation, c'est surtout en azote et en phosphore, parce que l'azote est un nutriment qui ne provient pas de l'altération des minéraux rocheux, au contraire du phosphore, mais le phosphore, lui, peut être souvent immobilisé dans les rejets miniers et donc peu disponible pour l'absorption par les plantes. Au niveau des amendements organiques, le pH visé dans les mélanges devrait être entre 4 et 8, et souvent dans la littérature on rapporte une cible de 4% massique de matière organique dans le mélange qui permet une bonne structuration du matériau et également de fournir un stock de nutriments pour plusieurs années pour la végétation qu'on veut établir. Lorsqu'on utilise des amendements organiques, c'est important de faire attention à leur salinité, à leur concentration en métaux, à la présence de graines exotiques,
ou de virus, de bactéries pathogènes et aux éléments lixiviables aussi. Parfois, les concentrations en azote et phosphore sont élevées, sont des éléments mobiles qui peuvent causer de l'eutrophisation. Important aussi de choisir adéquatement son amendement en fonction de son ratio C/N. Si on veut plutôt un effet structurant avec une matière organique peu décomposable mais qui persiste au cours du temps avec un ratio supérieur à 24, ou plutôt un matériau fertilisant avec un ratio inférieur à 24. Au niveau des organismes bénéfiques qu'on peut inoculer pour améliorer la qualité des substrats, ça va concerner surtout les mycorhizes sur l'image de gauche ou les bactéries symbiotiques au niveau des racines fixatrices de l'azote de l'air, chez les légumineuses par exemple. Les mycorhizes vont améliorer l'absorption en eau, et en azote, en phosphore, selon les groupes de champignons des plantes, donc c'est très important sur rejet minier. J'insiste aussi sur l'apport d'organismes décomposeurs de la matière organique qui va se trouver dans notre substrat amélioré ou qui va être apporté par les plantes au fur et à mesure pour initier et établir des cycles des nutriments qui sont fonctionnels sur les sites végétalisés. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je recommande le livre de Jan Froese sur les organismes du sol dans les écosystèmes post-mine. En ce qui concerne le placement du sol, ça va être important de le faire sans compacter les matériaux, donc d'avoir une machinerie appropriée. Également, au niveau de l'épaisseur du sol qui serait à recommander pour la végétalisation, ça peut varier d'un site à l'autre en fonction des espèces cibles aussi. Ça va être important de donner une épaisseur suffisante de matériaux non compactés et de bonne qualité pour le développement des plantes qu'on a ciblées et de connaître la profondeur moyenne des racines de ces plantes pour s'assurer d'avoir une épaisseur adéquate. Dans la littérature, on recommande dans tous les cas une épaisseur supérieure à 25 cm. Au moment du placement du sol aussi, c'est important de considérer de créer de la rugosité à la surface du sol avec des grosses roches, avec des morceaux de bois par exemple, surtout dans les pentes pour limiter la vitesse de l'eau de ruissellement, fixer les graines, fixer les particules fines du sol également. On peut utiliser des paillis grossiers aussi pour créer de la rugosité à l'échelle du microsite, et ça va permettre de créer des habitats diversifiés pour la recolonisation par toute une gamme d'espèces qui voudraient recoloniser le site. Au niveau des plantes à sélectionner pour la végétalisation des sites miniers, c'est sûr que quand on a besoin de grandes quantités de plantes pour des grandes surfaces et qu'on se tourne vers les producteurs, les pépinières, etc., ils vont surtout produire des espèces à vocation commerciale pour l'agriculture ou pour la foresterie. Puis souvent, les espèces agricoles qui sont disponibles sont des espèces exotiques. C'est plus difficile de se procurer en grande quantité des espèces indigènes à vocation non commerciale. Ça commence à se développer au niveau local pour des petites quantités, puis c'est sûr que ça coûte plus cher. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'éviter les espèces exotiques envahissantes qui pourraient, à partir du site minier, se disperser dans l'environnement. Ce qui va être important aussi, c'est de s'assurer d'avoir une bonne diversité d'espèces dans la sélection des plantes pour la végétalisation, pour créer des habitats diversifiés qui vont favoriser la recolonisation par une flore et une faune, elle aussi diversifiée, et la mise en place d'un écosystème complexe sur les sites miniers à long terme. Je vais commencer par, au niveau des plantes, l'approche adaptative, c'est-à-dire quand on utilise des plantes, qu'on introduit des plantes sur les sites miniers qui vont être adaptées aux contraintes des substrats miniers. Cette approche adaptative, elle est associée par exemple à la phytoremédiation, mais elle concerne aussi les substrats miniers peu contaminés, notamment lorsqu'on fait un ensemencement herbacé agricole combiné à une fertilisation. C'est souvent le cas en Abitibi, puis dans d'autres régions du Québec,
Québec pour végétaliser des parcs à résidus. Pourquoi c'est intéressant cette approche d'ensemencement herbacé agricole? Parce que on peut faire une végétalisation directe sur les résidus miniers sans les recouvrir par des matériaux. On n'a donc pas de transport de matériaux et on a donc des coûts réduits. Également, les espèces agricoles sont disponibles partout dans le monde. Leurs besoins sont bien connus et elles sont adaptées souvent à une large gamme de contraintes associées au sol qui permettent de les utiliser sur de nombreux sites miniers. L'utilisation d'ensemencement herbacé aussi permet d'obtenir rapidement un couvert végétal complet qui lutte efficacement contre l'érosion. La plupart du temps, ces mélanges herbacés agricoles vont combiner 3 types de plantes. Des plantes abris qui sont souvent des céréales annuelles qui vont rapidement germer et stabiliser le sol, puis des graminées pérennes qui, elles, vont germer aussi assez rapidement et établir un couvert complet sur le site végétalisé, et puis des légumineuses qui sont des plantes fixatrices d'azote qui vont enrichir progressivement le sol en azote. Ces plantes herbacées agronomiques qui vont être capables de s'établir directement sur les rejets, une fois installées, vont initier les processus sol-plante et vont progressivement diminuer les contraintes présentes associées au rejet minier. Ça pourrait, cette initiation des processus plante-sol, cette diminution des contraintes, faciliter la succession végétale et sa mise en place sur les sites végétalisés. Cependant, il est connu dans la littérature que ces plantes herbacées agronomiques peuvent être très compétitives vis-à-vis des arbres, notamment. Puis pour le rétablissement d'un écosystème forestier, c'est pas encore clair, est-ce qu'elles vont le faciliter ou est-ce qu'elles vont plutôt le contraindre. Vous voyez sur la photo un site qui a été végétalisé il y a une dizaine d'années à peu près, puis sur la droite en bas vous voyez un jeune saule qui a réussi à coloniser naturellement malgré la couverture herbacée dense qui est présente sur ce site. On peut utiliser pour l'approche adaptative également des arbustes qui sont tolérants au stress, aux contraintes qui sont présentes sur les rejets miniers, notamment de l'aulne sur la photo de gauche ou du saule sur la photo de droite. Dans d'autres parties du monde, on peut utiliser de l'acacia aussi. À noter que lorsqu'on utilise des arbustes, pour les premières années après plantation, c'est souvent moins efficace pour lutter contre l'érosion parce que le couvert qui est produit par les plantes est moins complet que pour une couverture herbacée agronomique, par exemple. On passe à l'approche améliorative, donc notamment lorsqu'on veut établir des arbres dans le cadre de notre végétalisation des sites miniers et qu'on a souvent besoin de travailler sur des substrats améliorés parce que ce sont des organismes, comme on voyait, qui viennent plus tard dans la succession végétale et qui sont plus exigeants en termes de ressources. On sait notamment que les arbres sont beaucoup moins tolérants que des espèces herbacées agronomiques, par exemple, à la compaction des matériaux, à la salinité et au pH extrême. Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour améliorer les substrats. Donc on peut, dans un premier temps, commencer par faire un ensemencement herbacé agricole sur la photo de gauche, directement sur les résidus. Puis une fois que ces plantes auront initié les processus sol-plante, amélioré les conditions de substrat, on peut faire dans un deuxième temps une plantation. Dans ce cas-là, c'est très important de choisir un ensemencement, un mélange d'ensemencement qui va être compatible avec les arbres et notamment dans la littérature, on dit qu'il ne faut pas dépasser 50% de couverture du mélange herbacé pour que
ça n'entre pas en compétition avec les arbres qu'on voudrait planter. Deuxième stratégie, utilisation de plantes-abris qui vont créer des micro-habitats proches d'elles qui vont faciliter l'établissement des arbres. Ces plantes-abris, on a démontré dans la littérature qu'elles étaient souvent favorables au stade précoce d'établissement des arbres, donc la phase d'émergence, la phase de survie des semis. Pour les stades de développement ultérieur, la croissance notamment des arbres en hauteur, etc., c'est moins clair l'effet de ces plantes-abris. Puis souvent, si on veut s'assurer d'une bonne croissance des arbres qu'on veut implanter à long terme sur les sites végétalisés, il est recommandé de travailler à améliorer les substrats avec des amendements ou d'utiliser carrément du sol végétal si on en a du disponible. Au niveau du matériel végétal à utiliser, les graines pour établir des arbres sont peu recommandées. On a peu de succès en général dans la littérature avec un ensemencement direct. On peut utiliser plutôt des boutures ou des plants racinés. Les boutures, ça permet un établissement rapide des arbres, mais il faut s'assurer d'avoir plusieurs semaines après plantation des conditions d'humidité propices pour que les racines se développent. Également, les boutures sont souvent sensibles à la compétition herbacée. Les plants racinés, eux, sont sensibles au choc de plantation si, au moment de la plantation, puis juste après, on a des conditions d'humidité qui sont peu propices au développement des arbres. Pour limiter la compétition, l'effet de la compétition herbacée sur le succès de plantation, on peut utiliser des plants de grande dimension, puis on en a souvent des disponibles au Québec. Ceux qui veulent en savoir plus sur le reboisement des mines de surface, je leur recommande la synthèse qui a été faite par McDonald et collaborateurs en 2015. Une fois le design défini, ça va être important, avant d'obtenir le design final, de faire des tests de ce design à différentes échelles. On commence en général par des tests à petite échelle, en conditions contrôlées. C'est important aussi de faire des tests in situ. Pourquoi? Eh bien, pour valider le design dans les conditions réelles de site et notamment en tenant compte de la variabilité naturelle de certains facteurs sur le site. La végétalisation progressive aussi sur certaines zones particulières du site peut être intéressante pour tester à grande échelle notre design, aussi pour s'assurer que l'opérationnalisation des travaux de végétalisation est possible, mais également pour voir l'évolution de notre système végétalisé au cours du temps et être capable d'ajuster les cibles qu'on s'est fixées en faisant des suivis des indicateurs mesurables qu'on a définis et voir à quelle échelle de temps les cibles qu'on s'est fixées sont atteintes. Puis ça va permettre d'ajuster éventuellement les objectifs de végétalisation, les objectifs spécifiques, quand est-ce qu'on pense avoir atteint nos cibles une fois le site végétalisé. Quand est-ce que c'est réaliste de penser que nos cibles seront atteintes? Le suivi du succès de végétalisation, il va permettre de valider que le design a été respecté. Il va consister à mesurer les indicateurs de succès pour valider si les objectifs ont été atteints. Il sert aussi à vérifier les effets indésirables à grande échelle, à l'échelle du paysage, et il est recommandé de maintenir ce suivi à moyen terme, notamment pour s'assurer de l'autosuffisance de notre système végétalisé. Quelques exemples de catégories de mesures qui peuvent être réalisées pour évaluer le succès. On a vu tantôt les catégories, les attributs définis par Cook et Johnson. Ici, ce sont des catégories que je vous propose. La caractérisation du substrat, la survie, la productivité des plantes, l'efficacité de la colonisation naturelle, le contrôle de l'érosion, etc. Ici, je vous ai mis une figure de synthèse qui est disponible dans le chapitre qui reprend les différentes étapes de cette approche méthodologique pour concevoir le plan de végétalisation. Donc, définir les objectifs, lister les indicateurs de succès mesurables, le zonage, définir l'approche de végétalisation sur chaque zone,
la partie de définition du design de végétalisation et test de ce design sur chaque zone, et enfin mise en œuvre de la végétalisation, vérification du succès et correction si nécessaire. Ici, je vous ai mis deux sources qui m'ont été utiles pour définir cette approche méthodologique pour concevoir le plan de végétalisation, pour ceux qui veulent en savoir plus. Je passe rapidement à la conclusion. J'ai pas focusé dans cette présentation sur la végétalisation à valeur ajoutée, mais ça peut être un objectif intéressant de végétalisation, notamment de viser à rétablir des services écologiques sur les sites végétalisés, notamment en lien avec le maintien de la qualité de l'environnement sur ces sites. Par exemple, ça peut être des objectifs de phytostabilisation, de fixation de dioxyde de carbone pour mitiger le réchauffement climatique. On peut vouloir valoriser des déchets organiques, donc ça c'est de l'économie circulaire. On peut vouloir produire de la bioénergie. Il y a différents cas d'études de cette végétalisation à valeur ajoutée qui existent dans la littérature. On a vu aussi que par le processus de succession végétale, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une évolution des communautés de plantes sur les sites végétalisés à long terme. Souvent, les suivis de l'évolution de ces communautés se fait à court terme ou parfois à moyen terme après végétalisation, mais on manque de suivi à long terme. Ça serait important de se pencher sur ces aspects-là. À long terme aussi, si les sites sont restaurés avec des systèmes de recouvrement, l'établissement de végétation sur ces sites va pouvoir avoir un effet sur le fonctionnement des recouvrements et pouvoir affecter le maintien de la performance de ces recouvrements à long terme. Ça, c'est un sujet d'étude qui mérite d'être creusé. On a encore peu de connaissances sur l'effet de la végétation sur le maintien de la performance à long terme des recouvrements. Puis, sachez que c'est un sujet qui est traité dans le chapitre 14 du livre et qu'on va faire un webinaire spécifique sur ce chapitre au mois d'avril pour ceux que ça intéresserait. Également, à long terme, ça va être important de considérer l'effet des changements climatiques en lien avec la végétalisation minière pour s'assurer du succès à long terme de cette végétalisation, notamment dans le choix des espèces à utiliser pour la végétalisation. À mon avis aussi, on manque encore de connaissances pour bien intégrer la vision des communautés dans le design du plan de végétalisation, mais surtout dans la définition des objectifs de végétalisation. Il y a du travail à faire à ce niveau-là. La végétalisation peut aussi avoir un effet sur la stabilité géotechnique de certaines zones des sites miniers. Ça serait également à creuser à mon avis. Et finalement, il serait intéressant de se pencher sur la reconstruction des écosystèmes grâce à la végétalisation des sites miniers et notamment comment les communautés de plantes qu'on établit sur les sites miniers vont favoriser l'interaction avec d'autres organismes. Par exemple, on peut s'intéresser à la création d'habitats pour des insectes pollinisateurs, comme vous voyez sur la photo de droite. Je vous ai indiqué ici plusieurs références extraites du chapitre 12 pour ceux qui veulent regarder la définition de certains termes ou en savoir plus. Et je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Guy-Tony. Nous allons donc maintenant passer à la période de questions. Je vous invite à utiliser l'outil de questions-réponses en bas de votre écran. D'ailleurs, nous avons déjà plusieurs questions. Donc, au niveau de c'est une personne en fait qui travaille dans le domaine de la restauration de sites miniers par phytoremédiation. Alors, la personne aimerait savoir comment on peut faire le choix des espèces végétales adaptées au site.
C'est une bonne question. Dans le cas de la phytoremédiation, on travaille sur des matériaux qui sont contaminés. Donc, c'est sûr qu'il va falloir sélectionner des cultivars ou des plantes, des écotypes de plantes qui vont être tolérantes à ces niveaux de contamination présents sur le site. Donc déjà, ça va être important de caractériser cette contamination, identifier les éléments problématiques. Est-ce que c'est une contamination par des éléments traces métalliques? Est-ce que c'est une contamination plutôt de polluants organiques? Puis ensuite, de chercher auprès de fournisseurs ou dans la littérature des études qui ont été faites sur des sites contaminés avec les mêmes éléments problématiques et voir s'il y a des plantes qui ont été identifiées et qui sont tolérantes à ces niveaux élevés des contaminants présents sur le site. Souvent, par contre, lorsqu'on cherche des cultivars ou des écotypes tolérants, par exemple, à des niveaux élevés d'un élément trace métallique particulier, ces écotypes, ces cultivars vont avoir été développés dans certaines zones géographiques du globe, donc adaptés à certaines zones climatiques, et elles ne seront pas forcément transférables à d'autres zones climatiques plus sèches, plus humides ou plus froides. Et puis, souvent, ce qu'on rapporte dans la littérature, c'est que ces plantes-là vont être adaptées à des niveaux élevés de certains contaminants, mais si on les transpose dans des sites où ce sont d'autres contaminants ou d'autres mélanges de contaminants qui sont présents, elles ne seront pas forcément performantes. Donc, c'est pas toujours facile de trouver des plantes pour une végétalisation adaptative là, dans un contexte de phytoremédiation. C'est là que des tests à petite échelle peuvent être utiles. Merci beaucoup, professeur Guitoni. Donc, on poursuit. Donc, vous avez parlé de l'usage de sites après la végétalisation. Que pouvons-nous faire avec les espèces végétalisées après étude? Quel type d'objectif on peut définir pour la végétalisation, si je comprends bien la question? Il y a deux grandes catégories, je dirais, de cadres conceptuels pour définir les objectifs de végétalisation. On peut viser une renaturalisation, puis c'est-à-dire qu'on veut faire évoluer notre système végétalisé vers un écosystème naturel. Puis ensuite, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment rétablir jusqu'au bout un écosystème de référence, un écosystème cible, par exemple la forêt boréale en Abitibi, ou est-ce qu'on veut juste s'assurer qu'on évolue vers cet écosystème, qu'on est sur la bonne trajectoire, puis on fait soit une renaturalisation, soit on fait, si on veut se rendre jusqu'à l'écosystème final, c'est ce qu'on appelle la restauration écologique. On peut aussi, ça c'est le deuxième contexte, deuxième cadre conceptuel d'objectifs de végétalisation, envisager carrément un nouvel écosystème sur notre site végétalisé. Puis là, on est dans un contexte plutôt de remise en état, de réhabilitation, de remplacement d'écosystèmes. Si on veut, par exemple, faire un parc sur un site minier plutôt que rétablir l'écosystème naturel, l'objectif va être différent. Puis, si on veut renaturaliser le site, va falloir se poser la question, est-ce qu'on veut rétablir les usages historiques sur le site? Est-ce qu'on veut, si on veut réinstaller l'écosystème de forêt boréale, par exemple, faire de la production de bois pour que l'industrie forestière puisse exploiter la zone à long terme? Est-ce qu'on veut plutôt réinstaller une faune pour des activités de chasse? Est-ce qu'on veut que la zone soit ouverte à des activités récréatives aussi? Puis dans ce cas, ça peut causer une certaine dégradation, il y a un aménagement à faire. C'est toutes ces questions qui sont à se poser pour définir l'objectif de végétalisation générale, globale. Puis comme je vous l'ai montré sur le schéma, ça intègre vraiment plusieurs considérations. C'est une étape qui est souvent
peu documentée dans les plans de restauration et pourtant elle est vraiment importante. C'est quoi la cible qu'on se donne et en combien de temps on envisage d'atteindre cette cible? Merci beaucoup. Selon votre expérience, dans le cas de végétalisation active, est-il possible de cultiver des produits agricoles, des fruits, des légumes dans les sites de restauration minière et en même temps établir un projet de bénéfice pour des communautés? Est-ce qu'il existe un risque de transfert d'éléments métalliques qui peuvent être dangereux pour la santé? Alors, c'est une question délicate parce qu'en effet, avant d'envisager toute production alimentaire sur des matériaux miniers, c'est important de bien vérifier qu'il n'y a aucune contamination problématique associée à ces rejets et aucun transfert qui pourrait se faire vers les plantes qui seraient cultivées et consommées ensuite. Au Québec, selon la réglementation, avant de végétaliser un site, il est nécessaire, en tout cas pour les matériaux de surface sur lesquels on va faire pousser les plantes, de faire une caractérisation et de s'assurer que les niveaux ou les concentrations de toute une liste d'éléments, incluant les éléments traces métalliques, des contaminants organiques, ne dépassent pas certains critères. Et en fonction du niveau de concentration et du niveau de critères qui est respecté, on va autoriser l'utilisation du site pour certaines vocations. Le premier niveau de critères, c'est des concentrations qui sont similaires à des sols naturels. Donc là, il n'y aurait aucune restriction, à mon avis, pour faire de la production agricole à vocation alimentaire, par exemple. Le deuxième niveau de critère, c'est pour une utilisation résidentielle. Donc là, on peut faire certaines activités sur les sites, mais on sait qu'on est à des niveaux de concentration un peu plus élevés que dans les sols naturels. Donc là, ça pourrait être contesté de faire pousser des plantes à vocation agricole. Puis le troisième niveau, c'est une utilisation industrielle. Donc là, on accepte des niveaux de contaminants un peu plus élevés. Et si on est au-delà de ce critère, bon, ben là, il faut faire une décontamination. Donc, à caractériser, puis en fonction de la vision des communautés, décider si oui, on peut aller vers ce type d'usage ou pas. Merci. Étant donné l'horaire prévu, on va pouvoir prendre une dernière question. C'est un sujet qui suscite les passions. Comment intégrer les changements climatiques dans l'identification des sites de référence? C'est une bonne question. C'est pas facile. On sait, notamment pour les écosystèmes forestiers au Québec, on s'attend à ce qu'il y ait une migration. Il y a des cartes qui sont disponibles d'ailleurs sur le site de Ressources naturelles Canada ou le site du ministère des Forêts au Québec qui présentent la migration des espèces du sud, des essences forestières du sud vers le nord, qui est attendue à une échelle temporelle 2050, 2080, 2100, en fonction de la modification des zones bioclimatiques, en fait des enveloppes bioclimatiques qui créent un habitat favorable pour certaines espèces. Mais on a beaucoup d'incertitudes encore reliées à la capacité de migration des espèces. Même si on identifie que dans 50 ans, plus au nord, on va avoir des conditions climatiques appropriées pour que l'espèce X plus au sud trouve des conditions de vie qui lui permettent de s'y établir. Est-ce que cette espèce va avoir la capacité de migrer plus au nord, donc de disperser ses propagules? Est-ce que on a plusieurs sources d'incertitude, mais c'est sûr qu'on pourrait envisager, pour tenir compte des changements climatiques dans la sélection des écosystèmes de référence, prendre des écosystèmes de référence actuels qui se trouvent autour du site et également prendre des écosystèmes de référence qui se trouveraient plus au sud et qui correspondent aux conditions climatiques qu'on anticipe
qui vont se trouver sur notre site minier dans 50, dans 100 ans, pour avoir aussi un écosystème de référence qui potentiellement pourrait s'établir sur nos sites miniers sous l'influence des changements climatiques. Je vous remercie, professeur Guitoni. Donc, c'est ainsi que se termine cette période de questions. Pour les questions qui n'ont pas pu être répondues malheureusement aujourd'hui ou pour toute question supplémentaire à la suite de ce webinaire, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. Je vous rappelle également que l'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des personnes inscrites et va être aussi disponible sur le site web des webinaires. Avant de terminer, je vous invite à consulter le site web dès maintenant pour vous inscrire aux activités à venir. D'ailleurs, le prochain webinaire se déroulera le 25 février prochain de 11h30 à 12h30 avec Isabelle Demers, professeure à l'UQAT, et Thomas Paps, professeur à Polytechnique Montréal. Il portera sur les méthodes alternatives de gestion des rejets miniers, particulièrement sur la densification et le remblayage. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus, il est possible de vous procurer dès maintenant l'ouvrage dont fait l'objet les webinaires Mines et Environnement, édité par les professeurs Guitoni et Bussière. Vous trouverez l'adresse du lien dans le clavardage. Je vous remercie de votre participation. Merci également à la professeure Guitoni pour sa présentation. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain webinaire. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne, gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.